On vit dans un monde d'une richesse assez incroyable. Tout semble à portée de main, souvent pour vraiment pas cher. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé comment c'est possible? C'est quoi la vraie histoire derrière ces prix si bas qu'on voit partout? C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà notre feuille de route. On va mener une petite enquête. On va remonter le fil de notre système économique, couche par couche. Le but? Essayer de comprendre les mécanismes souvent cachés qui ont façonné le monde dans lequel on vit. Allez, on commence par le point de départ, un paradoxe qu'on expérimente tous les jours. D'un côté, on a une abondance de produits pas chers, de la nourriture au smartphone, et de l'autre, une question qui revient sans cesse. Mais comment est-ce possible? Attention parce que ce bon marché, ce n'est pas simplement le résultat d'une efficacité incroyable. Non, comme le dit très bien l'économiste politique Raj Patel, c'est en fait une stratégie. C'est une façon pour le système d'éviter de payer l'addition. Et voilà le point crucial. Le vrai prix des choses, ce n'est pas celui qu'on paye à la casse. Le reste du coût, il est simplement déplacé, il est caché et il est transféré sur la nature, sur le travail des gens et finalement sur la société tout entière. Ok, mais concrètement, comment ça marche? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Prenons un exemple qui nous concerne tous, la relation assez surprenante entre le prix de ce qu'on mange et le prix de notre logement. Les recherches, notamment celles de l'Atelier paysan, le montrent très bien. En à peine 40 ans, la part de notre budget qui part dans l'alimentation a été divisée par 3. C'est une transformation immense de nos dépenses. Et pendant ce même temps, il y a une autre dépense qui a littéralement explosé, le logement. La part de nos revenus qu'on y consacre, elle, a été multipliée par 3. C'est un effet miroir presque parfait. La logique est assez implacable, non? En rendant la nourriture beaucoup moins chère, on a libéré du pouvoir d'achat. Sauf que cet argent, il ne s'est pas volatilisé. Il a été directement aspiré par un marché de l'immobilier en pleine explosion. D'une certaine manière, on peut dire que l'agriculture industrielle a subventionné la bulle immobilière. Et le grand moteur derrière tout ça, c'est l'industrialisation. C'est une logique qui consiste à remplacer ce qu'on appelle le travail vivant, c'est-à-dire le travail des humains, des animaux, les cycles de la nature, par du travail mort, c'est-à-dire des machines, de la chimie, des algorithmes, le tout fonctionnant massivement aux énergies fossiles. Oui, mais voilà, cette industrialisation, elle a un coût physique bien réel. Pour entretenir cette illusion du bon marché, quelle quantité de ressources de la planète est-ce qu'il faut mobiliser? L'échelle est vertigineuse. Tenez-vous bien, 100 gigatonnes, 100 milliards de tonnes. C'est la quantité de matériaux que l'humanité extrait et consomme chaque année. Des chercheurs comme Karel Van Acker mettent ce chiffre en avant. C'est un poids presque impossible à se représenter, mais c'est bien le poids matériel de notre économie mondiale. Et ce n'est pas tout. Parlons de l'eau, notre empreinte hydrique mondiale annuelle. Pour se faire une idée, l'hydrologue Charlène Descolonges explique que ce volume équivaut à la moitié du débit de tous les fleuves du monde réunis. La moitié. Chaque année. Et toute cette machine fonctionne parce que la plupart du temps, on n'en voit rien. Le géographe Michel Lusseau appelle ça l'invisibilisation du métabolisme. C'est un peu technique, mais l'idée est simple. On consomme sans avoir la moindre idée de la chaîne planétaire gigantesque d'extraction et de transport que notre simple acte d'achat vient de déclencher. Fondamentalement, ce système repose sur l'appropriation de ce qu'on appelle les communs. C'est quoi les communs? Ce sont des ressources partagées qui n'appartiennent à personne et à tout le monde à la fois. Les sols, l'atmosphère, les grands cycles de l'eau. Le système les traite comme si c'était un buffet gratuit et inépuisable. Et ça, ce n'est pas du tout abstrait. Prenons l'atmosphère. On sait qu'il y a une limite à la quantité de CO2 qu'elle peut absorber. Cette limite, elle a été franchie en 1988. Depuis, la quasi-totalité des émissions en trop, au-delà de la limite, vient des pays du Nord. Dans les faits, ils se sont appropriés ce bien commun mondial, utilisant une part qui ne leur revenait pas, au détriment de tous les autres. Bien sûr, un système aussi vaste, aussi gourmand en ressources, il ne peut pas être accepté comme ça, sans une histoire puissante pour le justifier. Alors c'est quoi cette grande narration qui est derrière notre modèle? C'est l'idéologie du progrès. Si on s'appuie sur les travaux de l'historien François Jarige, on voit que depuis le 19e siècle, la technologie est présentée comme une force quasi autonome, inévitable, et forcément positive. La promesse, c'est qu'elle va tout régler. La réalité, c'est qu'elle crée souvent de nouveaux problèmes et qu'elle cache les coûts. Mais surtout, ce récit ferme le débat. On ne se demande même plus si c'est la direction qu'on veut prendre. Et cette promesse technologique, elle est complètement liée à une autre croyance, la nécessité absolue de la croissance économique perpétuelle. C'est un paradigme dans lequel on est enfermé. Sauf que, comme le dit l'économiste écologique Robert Costanza, cette idée se heurte de plein fouet à une réalité toute simple. Notre planète est finie.
Et ça nous amène au dernier acte de notre enquête, le moment où, après des siècles de bon marché, la facture commence à arriver. Et elle est plutôt salée. On entre dans ce que des penseurs comme Arthur Keller appellent le risque systémique, c'est-à-dire que le système qui a créé notre richesse est maintenant en train de créer de l'instabilité. Pourquoi? À cause des boucles de rétroaction. Pour faire simple, c'est un effet domino. Un problème en aggrave un autre et ça peut créer des changements en cascade très rapides. Et cette image, elle est parlante. On n'est plus en train d'approcher les limites. Selon les dernières recherches, sur les 9 grandes limites planétaires qui garantissent la stabilité de la Terre, on en a déjà dépassé 6. 6 sur 9. On est déjà en territoire inconnu. Comme l'explique le scientifique Tim Lenton, on est en train de pousser le système Terre dans une zone de danger. On ne sait pas exactement où sont les points de bascule, ces seuils irréversibles, mais on sait qu'on joue avec le feu et que les conséquences, elles, sont imprévisibles. On est parti d'une simple question sur le bon marché et on se retrouve face aux conséquences planétaires. Le système qui a bâti notre richesse arrive à ses limites. La question qui se pose maintenant, elle n'est plus seulement technique, elle est profondément collective. Face à cette fin de l'abondance qu'on entend partout, la vraie question devient: quelle prospérité est-ce qu'on choisit de construire ensemble pour la suite? L'enquête ne fait que commencer.